8 minutes, pas une de plus. Et pourtant, ces 8 minutes-là ont suffi à provoquer la pire fracture diplomatique entre Paris et Madrid depuis l'affaire du Rainbow Warrior, tout en achevant de déchirer l'Union européenne sur le dossier migratoire. Quelques instants plus tôt, Pedro Sánchez venait de clore une charge d'une violence rare contre la politique d'immigration française. Il accusait Paris mot pour mot de verrouiller ses frontières au nez des plus fragiles et de piétiner les valeurs fondatrices de l'Europe. Son regard planté dans celui de Sébastien Lecornu exprimait cette indignation morale qu'on lui connaît si bien. À cet instant précis, il était persuadé d'une chose, il venait d'exposer devant l'ensemble des chefs d'État réunis à Bruxelles toute l'hypocrisie française. Et puis le Premier ministre français s'est levé. Ce qu'il a dit ensuite a littéralement figé la délégation espagnole sur place. Comprenez-moi bien, il ne s'agissait plus d'un débat technique sur les flux migratoires. Non. Il s'agissait du moment exact où un homme de 39 ans a fait comprendre à l'Europe entière qu'on en avait terminé définitivement avec les leçons de morale venues de la péninsule ibérique. Pour mesurer véritablement l'onde de choc qui s'apprêtait à traverser le continent, il faut faire un pas en arrière. 6 semaines exactement. Nous sommes alors en pleine tempête, l'Europe affronte l'une des crises migratoires les plus violentes de son histoire contemporaine. Et les chiffres, eux, ne mentent pas, ils sont même écrasants. Depuis janvier 2025, ce sont 340 000 migrants qui ont franchi clandestinement les frontières du continent. Une explosion de 67% par rapport à l'année d'avant. Au cœur de ce raz-de-marée, un pays se retrouve en première ligne, l'Espagne. Avec ses 8 000 km de littoral et sa porte ouverte sur l'Afrique, elle est devenue, qu'elle le veuille ou non, le principal point d'entrée de cette migration souterraine. Mais réduire cette crise à de simples statistiques serait passer à côté de l'essentiel. Dans les rues de Madrid, de Barcelone, de Valence, la tension est devenue électrique, palpable. Les enquêtes d'opinion dressent le portrait d'une société espagnole coupée en deux. D'un côté, 45% de citoyens qui soutiennent encore la ligne d'accueil généreuse défendue par le gouvernement Sánchez. De l'autre, 55% qui exigent désormais un tour de vie radical sur les conditions d'entrée et d'hébergement. Ce basculement éclair du climat social espagnol évoque inévitablement le précédent de 2015, quand toute l'Europe avait vacillé. Sauf que cette fois, le scénario est différent. Cette fois, le poids retombe presque entièrement sur les épaules de Madrid. L'Espagne devenue, malgré elle, le rempart ibérique d'une Europe qui ailleurs préfère détourner le regard. À Madrid, dans les bureaux feutrés du palais de la Moncloa, l'air est devenu irrespirable. Pedro Sánchez, réélu d'extrême justesse en 2023, traverse la pire tempête politique de tout son mandat. Et les sondages, une véritable hécatombe. 78% des Espagnols sont désormais convaincus d'une chose, le gouvernement a perdu la main sur l'immigration. Sur les écrans de télévision défilent des images bouleversantes en provenance des îles Canaries. Plus de 45 000 migrants y sont entassés dans des centres conçus à l'origine pour en accueillir 7 000 au grand maximum. Mais ce que les Espagnols voient à la télévision n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière ces chiffres officiels se dissimule une réalité bien plus inquiétante, une réalité que le gouvernement s'épuise à maintenir hors des radars. Car les services de renseignement madrilènes ont mis le doigt sur quelque chose de bien plus grave. Des réseaux mafieux structurés spécialisés dans l'exploitation pure et simple des migrants sont en train de transformer l'Espagne en plaque tournante du trafic humain à l'échelle européenne. Ces organisations criminelles, pour l'essentiel originaires du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, ont mis au point des méthodes d'une sophistication qui glace le sang. Et c'est précisément ce que révèle un document confidentiel transmis à Sánchez en octobre 2025, un rapport du Centre national de renseignement espagnol, qui page après page décrit avec une froideur clinique l'industrialisation totale de l'immigration clandestine. Les passeurs ne se contentent plus de barques de fortune. Ils utilisent désormais des embarcations semi-rigides équipées de moteurs de 250 chevaux, capables d'embarquer jusqu'à 80 personnes et de toucher les côtes espagnoles en moins de 6 heures depuis les plages marocaines. Et ce n'est pas tout. Le tableau devient encore plus glaçant lorsqu'on s'aperçoit que ces réseaux ont implanté de véritables bases logistiques dans plusieurs villes espagnoles. Almeria, Murcie, Alicante, autant de plateformes où les migrants sont entreposés temporairement le temps d'organiser leur acheminement vers le reste du continent. Lors d'un briefing classé secret défense à la Moncloa, le directeur des renseignements espagnols n'y est pas allé par 4 chemins. Monsieur le Président, lance-t-il à Sánchez, ce que nous avons sous les yeux, c'est une professionnalisation sans précédent des filières migratoires. Ces structures brassent désormais plus de 400 millions d'euros chaque année.
et elles corrompent méthodiquement nos services portuaires, nos douanes et même certains de nos élus locaux. Voilà le vrai secret d'État. Cette gangrène des institutions espagnoles par les mafias migratoires, Madrid ne peut absolument pas la rendre publique sans déclencher un séisme politique de premier ordre. Comment en effet oser admettre une chose pareille? Comment dire à son peuple que l'Espagne n'est plus simplement la victime d'une pression migratoire, mais qu'elle est devenue, malgré elle, le rouage involontaire d'une machine criminelle transnationale? Mais la révélation la plus brutale du rapport est ailleurs. Elle tient en un chiffre 67%. 67% des migrants qui débarquent en Espagne n'ont strictement aucune envie d'y poser leurs valises. Pour eux, le territoire espagnol n'est qu'un sas, une salle d'attente, un point de transit avant de filer vers la France, l'Allemagne ou la Scandinavie, où, soyons honnêtes, les conditions d'accueil et les perspectives d'emploi sont objectivement bien plus attractives. Cette instrumentalisation pure et simple de l'Espagne par les migrants eux-mêmes représente une gifle monumentale pour toute la politique humanitaire portée par Sánchez. Et la suite est encore pire, car cette stratégie de transit en réalité transforme le pays tout entier en passoire européenne. Le scénario se répète invariablement, les migrants profitent de l'accueil espagnol juste le temps nécessaire, celui d'obtenir des papiers provisoires, puis s'évaporent dans la nature pour tenter de rejoindre leur véritable destination. Bilan: l'Espagne paye, l'Espagne assume, l'Espagne supporte la totalité des coûts d'accueil sans toucher la moindre compensation, qu'elle soit économique ou démographique. Lors d'une réunion de crise, la vice-présidente du gouvernement résume la situation sans détour. « Monsieur le Président, il faut absolument arracher une vraie solidarité européenne. La France verrouille ses frontières, l'Allemagne plafonne ses quotas. L'Italie nous renvoie les bateaux droits sur nos côtes. Nous ne pouvons plus porter seuls ce fardeau. » Et les chiffres lui donnent raison. Sur le plan économique, le tableau est alarmant. Les coûts liés à la gestion des migrants ont littéralement explosé. 4,2 milliards d'euros engloutis sur la seule année 2025, soit 0,3% du PIB national. À tel point que les régions autonomes commencent à hausser le ton, menaçant ouvertement de faire sécession administrative si Madrid ne sort pas rapidement une solution à cette double crise à la fois humanitaire et financière. Mais au beau milieu de cette tourmente migratoire, il y a une seule qui met le gouvernement espagnol absolument hors de lui. Une injustice flagrante. Reprenons depuis le début. Les accords de Dublin sont très clairs, un migrant doit déposer sa demande d'asile dans le tout premier pays européen où il pose le pied. Conclusion logique. L'Espagne sur le papier est juridiquement responsable de l'intégralité de ses demandeurs d'asile. Sauf que dans la vraie vie, le scénario est tout autre. Dans la vraie vie, une part massive de ces migrants n'a qu'une obsession: rejoindre la France, l'Allemagne ou les pays nordiques, là où l'accueil est meilleur et les chances d'intégration plus crédibles. Le problème, depuis septembre 2025, Paris a sérieusement durci le ton. Sous la pression d'une opinion publique française à bout de nerfs et de manifestations locales qui paralysent littéralement le pays, le Premier ministre a pris une décision lourde de conséquences: verrouiller hermétiquement la frontière pyrénéenne face aux migrants en situation irrégulière. À Madrid, la colère explose. Le ministre de l'Intérieur espagnol fulmine devant les caméras. Les Français se servent de nous comme d'un sas de décompression. Ils laissent les migrants arriver chez nous, puis ils claquent leurs frontières pour nous forcer à les garder. C'est de l'égoïsme à l'état pur. Et le plus choquant dans cette stratégie française de refoulement camouflé, c'est qu'elle piétine ouvertement l'esprit même de la solidarité européenne. Regardons la carte. La France, géographiquement, est gâtée, verrouillée au sud par les Pyrénées et l'Espagne à l'est par les Alpes et l'Italie. Autrement dit, elle peut tranquillement endosser le costume du bon élève européen tout en transférant la charge migratoire sur le dos de ses voisins du Sud. Et l'hypocrisie devient encore plus criante dès qu'on regarde la mécanique en détail. Depuis septembre 2025, Paris a remis en place discrètement, sans tambour ni trompette, des contrôles systématiques aux postes frontières d'Hendaye et de Cerbère du Perthus. Officiellement, lutte contre le terrorisme international. La justification noble, le costume présentable. En coulisses, refoulé vers l'Espagne sans état d'âme, tout migrant en situation irrégulière qui tente de mettre un pied en France. Et l'efficacité brutale de ce dispositif se lit noir sur blanc dans les statistiques, celles-là même que Madrid essaie désespérément d'enterrer.
En 2024, avant la mise en place du dispositif Vigile, environ 140 000 migrants arrivés sur le sol espagnol parvenaient à passer en France. Un an plus tard, en 2025, ce chiffre s'effondre à moins de 8 000. Saisissez bien la portée du chiffre, cette chute vertigineuse signifie que plus de 130 000 personnes supplémentaires restent désormais bloquées en Espagne contre leur gré. Et ce qui rend cette hypocrisie géographique encore plus révoltante, c'est que la France, avec son économie plus solide, son taux de chômage plus bas, est objectivement bien mieux outillée que l'Espagne pour absorber ces flux. Mais voilà, coincé entre une crise sociale qui s'embrase et des sondages catastrophiques pour son gouvernement, le Premier ministre a tranché. Il a choisi la voie de la facilité. Et cette voie, c'est faire porter le chapeau aux Espagnols. Et si l'on pose froidement les économies des deux pays côte à côte, l'ampleur de l'injustice subie par l'Espagne saute littéralement aux yeux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. PIB par habitant 48 250 € côté français contre 29 600 € côté espagnol. Concrètement, la France dispose d'une capacité d'absorption financière nettement supérieure. Et ce n'est pas tout. Le taux de chômage français 7,2% pèse également bien moins lourd que celui de l'Espagne qui flirte avec les 12,1%. Sur le papier, les perspectives d'insertion professionnelle pour les migrants sont donc sans aucun débat largement plus favorables côté français. Mais le plus parlant arrive maintenant. Quand on regarde les statistiques d'intégration sociale, le constat devient implacable. Objectivement, les migrants réussissent dans bien mieux leur parcours en France qu'en Espagne. Une étude comparative de l'OCDE est sans appel. 77% des migrants installés depuis plus de 5 ans en France ont décroché un emploi stable. En Espagne, le chiffre s'effondre à 40%. La conclusion s'impose d'elle-même. Si la France refuse d'accueillir davantage de migrants, ce n'est pas une affaire de contrainte objective. C'est au fond un calcul purement électoral. Et la réalité du terrain ne fait que confirmer ce que l'analyse macroéconomique laissait déjà entrevoir. Dans les banlieues françaises, oui, malgré toutes les difficultés sociales que l'on connaît parfaitement, l'intégration des populations issues de l'immigration suit un processus historiquement éprouvé, rodé par des décennies d'expérience. La France peut compter sur un appareil administratif, éducatif et social bien huilé, capable d'absorber et d'intégrer les nouveaux arrivants. L'Espagne, elle est dans une toute autre situation. Elle découvre brutalement presque du jour au lendemain les défis posés par une immigration massive et ce, sans avoir construit en amont les outils institutionnels indispensables. Et cet écart de capacité institutionnelle se traduit sans surprise dans les budgets consacrés aux politiques d'intégration. La France investit chaque année 340 € par habitant dans ses programmes d'accueil et d'intégration. En Espagne, les montants engagés sont nettement, mais alors nettement plus faibles. Et c'est précisément cette pauvreté des moyens espagnols qui explique au moins en partie pourquoi le pays n'attire pas ou si peu les migrants de passage. Et puis vient le point de rupture. Début novembre 2025. La tension franco-espagnole atteint son paroxysme absolu lorsque les autorités françaises, en l'espace d'une seule semaine, refoulent purement et simplement 3400 migrants vers l'Espagne au nom, disent-elles, de l'application stricte des accords de Schengen. Mais ces refoulements ne se font pas dans un coin. Ils s'accompagnent d'un déploiement policier massif, contrôle systématique dans toutes les gares françaises et une fouille dans les aéroports. On assiste dans les faits à une quasi-fermeture de la frontière, quelque chose qui contredit ouvertement le traité européen. À Madrid, l'explosion est immédiate. Lors d'une conférence de presse particulièrement musclée, Sanchez ne mâche pas ses mots. C'est inadmissible. La France piétine l'esprit européen et pratique un égoïsme national qui consiste à transférer sur l'Espagne des responsabilités qui devraient être partagées. Nous allons saisir la Commission européenne et nous exigerons des sanctions contre Paris au Djibouti. Cette menace de recours juridique au niveau européen, je vous le donne en mille, n'a pas du tout été du goût de l'Élysée ni de Matignon. Dans l'entourage immédiat du Premier ministre, on murmure à mots couverts. Et les mots qui circulent sont durs: chantage ibérique, posture victimaire espagnole. La France, déjà empêtrée jusqu'au cou dans sa propre crise sociale, n'a strictement aucune envie de se voir imposer des quotas migratoires supplémentaires par Bruxelles, et encore moins sous la pression de Madrid. C'est exactement dans cette atmosphère électrique presque irrespirable que s'ouvre le sommet européen de Bruxelles, les 15 et 16 novembre 2025. Sur l'agenda officiel, on parle de défis migratoires et de solidarité européenne. La belle façade des grands sommets, mais en coulisses, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris.
Ce sommet va devenir le théâtre d'un règlement de compte en règle entre Paris et Madrid sur le dossier migratoire. Sanchez débarque à Bruxelles armé jusqu'aux dents. Dans son attaché-case, un dossier d'accusation construit avec une minutie d'horloger contre la politique française. Son équipe a tout ratissé, tout. Chaque preuve des refoulements illégaux opérés par la France a été compilée, chaque violation des accords de Schengen, documenté chaque coût disproportionné supporté par l'Espagne, fruit selon eux de l'égoïsme français, chiffré au centime près. L'objectif est limpide, cristallin. Il s'agit d'isoler la France diplomatiquement et de contraindre le Premier ministre français à signer, qu'il le veuille ou non, un mécanisme contraignant de répartition des migrants à l'échelle européenne. Pour bâtir cette préparation, Madrid n'a pas lésiné. Les meilleurs experts du pays en droit européen et en politique migratoire ont été mobilisés. La vice-présidente du gouvernement, par ailleurs ministre de la Transition écologique, a coordonné personnellement un groupe de travail de très haut niveau. Juristes de l'Université Complutense, économistes de l'EE Business School, spécialistes en relations internationales venus du Real Instituto Elcano. Tous réunis avec une seule mission et une seule montée contre la France, un dossier d'accusation juridiquement inattaquable. Le résultat de tout ce travail, un pavé, un véritable monstre. Le document final baptisé « Rapport Salamanca » du nom de son coordinateur en chef, un ancien juge de la Cour européenne des droits de l'homme, totalise pas moins de 337 pages de preuves absolument accablantes. Et ce que ce rapport documente, c'est du lourd, très lourd. Précisément 47 cas distincts de refoulements illégaux opérés par les autorités françaises entre septembre et novembre 2025. Tous sans exception en violation flagrante des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il y a un autre volet plus technique en apparence, mais tout aussi dévastateur. Le rapport espagnol s'attaque à l'impact économique du dumping migratoire français sur l'économie ibérique. Et les chiffres, là encore, font mal, très mal. Les économistes madrilènes l'ont calculé, les refoulements de Français font perdre à l'Espagne 47 millions d'euros supplémentaires chaque année en frais d'hébergement, de santé et d'administration. Pour vous donner une idée concrète, c'est l'équivalent du budget annuel de 3 universités publiques évaporées à cause de Paris. Lors du briefing final à la Moncloa, le coordinateur du rapport regarde Sanchez droit dans les yeux et lâche avec cette froideur du juriste rompu aux affaires les plus complexes. « Monsieur le Président, nous avons entre les mains un arsenal juridique suffisamment puissant pour mettre la France en difficulté devant toutes les juridictions européennes. Les violations du droit communautaire sont caractérisées, documentées. Paris ne pourra strictement pas nier l'évidence. Mais attention, le dossier ne s'arrête pas au seul terrain juridique. Le pan le plus politique et peut-être le plus venimeux concerne l'hypocrisie morale française. L'équipe de Sanchez a passé au peigne fin chaque déclaration publique du président français et de son premier ministre sur les valeurs européennes, la solidarité continentale, l'humanisme. Et toutes ces belles paroles ont été soigneusement archivées, méthodiquement, pour être ensuite confrontées mot pour mot aux pratiques bien réelles de refoulement systématique. Cette contradiction béante entre le discours et les actes français, pour Madrid, c'est ni plus ni moins qu'une munition politique d'une puissance redoutable. Et la stratégie espagnole ne se résume pas à un dossier juridique aussi solide soit-il. Loin de là. Elle s'accompagne d'une véritable offensive de communication orchestrée d'une main de maître par l'ancien directeur de cabinet de Sanchez, un homme connu pour être un véritable spécialiste de la guerre informationnelle. Sa mission, lancer une vaste campagne médiatique à l'échelle de tout le continent. L'angle est limpide, il faut présenter l'Espagne comme la victime sacrificielle de l'égoïsme français et faire basculer l'opinion publique européenne, peuple par peuple, contre Paris. Les armes utilisées implacables. Diffusion massive de témoignages poignants de migrants refoulés à la frontière française. Publication d'images chocs des centres d'accueil saturés des Canaries. Mise en avant médiatique de familles syriennes ou afghanes bloquées en Espagne contre leur volonté, contre tous leurs rêves. Bref, l'objectif est on ne peut plus clair. Créer une pression morale irrésistible sur la France en mettant un visage, un nom, une histoire personnelle sur la tragédie migratoire. Dans sa suite de l'hôtel Métropole à Bruxelles, Sanchez réunit ses conseillers les plus proches et lâche avec cette assurance des grandes soirs. Ces Français passent leur temps à donner des leçons de solidarité européenne à la planète entière, mais dès qu'il s'agit concrètement d'accueillir des migrants, ils claquent leurs frontières. Il est temps de leur rappeler que l'Europe se construit sur la solidarité, pas sur l'égoïsme national.
Et soyons honnêtes, cette stratégie de culpabilisation morale, jusqu'ici, ça a très bien fonctionné. Encore et encore avec les dirigeants européens. L'Espagne, pays de tradition catholique et humanitaire, s'est toujours mise en scène comme la championne incontestée de l'accueil des migrants et de la défense des droits humains. Face aux critiques, la recette était toujours la même, invoquer les valeurs européennes, brandir la dignité humaine et le tour était joué. Les opposants finissaient par se taire. Sauf que cette fois, Sánchez ne se doute absolument pas de ce qu'il attend. Il ne soupçonne pas une seule seconde que le Premier ministre français a préparé cette confrontation avec une rigueur toute française, méthodique, implacable. Pendant que Madrid prépare ses violons humanistes, Paris compile des chiffres, des statistiques, des analyses économiques, le tout pour démonter pièce par pièce l'hypocrisie espagnole et l'insoutenabilité totale de la politique migratoire ibérique. Car derrière la façade diplomatique souriante, Matignon a lancé depuis 3 semaines déjà une contre-offensive informationnelle d'une sophistication redoutable. Le ministre de l'Intérieur a mis en place une cellule de crise baptisée, attention au nom, Vérité ibérique, qui regroupe ce que la France compte de meilleur en matière d'analyse de politique migratoire. Cette équipe est pilotée par 2 pointures, un spécialiste reconnu des migrations rattaché à Sciences Po, Ambus, et le directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. Et leur mission est on ne peut plus clair démanteler point par point la propagande victimaire espagnole, la déconstruire, méthodiquement, sans pitié. Et le travail de documentation accompli côté français d'une précision chirurgicale. L'équipe a passé au crible tous les budgets européens consacrés aux politiques migratoires depuis 2015. Tous sans exception. Elle a disséqué chaque flux financier entre Madrid et Bruxelles. Elle a comparé ligne après ligne les statistiques d'intégration entre tous les pays européens. Le dossier qui en ressort tient en 28 pages de contre-argumentation absolument implacable. 28 pages que l'Espagne, vous allez le voir, n'a jamais vu venir. Mais accrochez-vous bien parce que l'élément le plus dévastateur du dossier français, celui qui va véritablement faire trembler Madrid, concerne quelque chose de bien plus grave, quelque chose dont l'Espagne ne veut surtout pas qu'on parle. Les fonds européens. Et plus précisément les fonds européens détournés par l'Espagne. L'analyse menée par les Français est sans appel. Depuis 2020, Madrid a empoché plus de 3-4 milliards d'euros versés par l'Union européenne, officiellement destinés, je dis bien officiellement, à la gestion des flux migratoires. Et la surprise, une enquête approfondie de la Cour des comptes française met les pieds dans le plat. Seulement 37% de ces sommes ont effectivement servi à l'accueil des migrants, le reste évaporé. Redéployés en douce vers des projets d'infrastructure générale, vers de l'équipement administratif. Bref, vers des dépenses qui n'ont strictement rien à voir avec l'immigration. Lors du briefing confidentiel à Matignon, le directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI ne prend même pas la peine d'enrober son verdict. Il regarde le Premier ministre droit dans les yeux et lâche « Monsieur le Premier ministre, ce que pratique l'Espagne depuis des années, c'est un détournement systématique des fonds européens. Elle encaisse l'argent de la solidarité continentale, mais elle ne l'utilise pas pour les migrants. À ce niveau-là, on ne parle plus d'une simple irrégularité. On parle d'une escroquerie à grande échelle. Et le pire arrive maintenant. L'analyse française met aussi en évidence un phénomène encore plus accablant pour Madrid. L'Espagne sous-investit chroniquement dans ses propres capacités d'accueil. Là où la France consacre des sommes franchement importantes par demandeur d'asile, pour l'hébergement, pour l'accompagnement social, l'Espagne, elle ne dépense qu'une fraction de ces montants. Et c'est précisément cette économie de bout de chandelle qui explique tout le reste. Tout. Pourquoi les conditions d'accueil espagnoles sont à ce point dégradées? Pourquoi les migrants massivement ne rêvent que d'une chose, quitter le territoire ibérique au plus vite? Mais le pan le plus technique du dossier français va encore plus loin. Il s'attaque à l'analyse comparative des politiques d'intégration entre les deux pays. Et là, les experts de Matignon démontrent quelque chose d'absolument stupéfiant. L'Espagne ne dispose, je vous le donne en mille, d'aucun programme structuré d'apprentissage linguistique destiné aux migrants. Aucun. Zéro. Pendant ce temps, la France injecte chaque année 340 millions d'euros dans ce type de dispositif. Et ce n'est pas tout. L'accompagnement professionnel des demandeurs d'asile en Espagne quasi inexistant. En France, à l'inverse, on a bâti tout un réseau de 147 structures spécialisées dans l'insertion économique des migrants. Comparez. Vous voyez l'écart. Et c'est précisément cette faiblesse structurelle espagnole qui éclaire un chiffre absolument vertigineux. 73% des migrants débarquant sur le sol ibérique n'ont qu'une envie: repartir. Vite
et rejoindre des pays qui leur offrent, eux, de véritables perspectives d'avenir. La conclusion du rapport français tombe comme un couperet. L'Espagne transforme ses migrants en nomades européens faute d'être capable de leur proposer un projet d'intégration crédible. Mais le coup de grâce, la véritable arme secrète du Premier ministre français ne se trouve pas là. Il est rangé bien au chaud dans une enquête ultra confidentielle pilotée par la Direction générale des finances publiques. L'objet de cette investigation, les coups cachés, j'insiste cachés, de la politique migratoire espagnole. Et ce que révèle cette investigation est tout simplement explosif. L'Espagne sous-évalue systématiquement ses dépenses migratoires dans les déclarations qu'elle transmet à Bruxelles. Méthodiquement, ligne après ligne. Et le résultat de tout ce maquillage comptable, le voilà en pleine lumière. Les vrais coûts de l'immigration en Espagne ne sont pas de 4,2 milliards d'euros par an comme le proclame fièrement Madrid dans ses déclarations officielles. Non. La réalité, c'est 7-8 milliards, pratiquement le double. Mais alors, comment expliquer un tel écart? Très simple. Madrid a discrètement exclu de ses calculs toute une série de postes budgétaires extrêmement lourds, les frais de justice, les coûts de santé, les dépenses de sécurité, les charges d'éducation. Le résultat, une comptabilité dite créative, pratiquée méthodiquement, dont le double objectif est limpide minimiser l'ampleur réelle des dépenses et maximiser dans le même temps la posture victimaire de l'Espagne sur la scène européenne. Et c'est dans ce contexte de duplicité documentée que tout va se jouer. Le 15 novembre 2025 à 16h15, très exactement, dans la salle du Conseil européen, Sanchez prend la parole, avec, sur le visage, toute la solennité qu'il réserve à ses grandes interventions moralisatrices, costume sombre impeccable, expression de gravité indignée parfaitement calibrée. À cet instant, il incarne à la perfection l'image du dirigeant progressiste qui se dresse en défenseur des opprimés face à l'égoïsme conservateur. Le rôle est su et cousument. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, attaque-t-il avec cette diction parfaite qu'il maîtrise dans tous ses grands discours, je me présente devant vous aujourd'hui pour dénoncer une dérive inacceptable qui met en péril les fondements mêmes de notre Union européenne. Son discours est calibré au millimètre pour son auditoire européen. Il alterne avec une science du tempo redoutable, statistiques dramatiques sur la crise humanitaire aux Canaries et envolée morale sur les valeurs européennes. Et au cœur de tout cela, sa thèse habituelle, celle qu'il déroule depuis des semaines, l'Espagne assume seule, totalement seule, des responsabilités qui devraient être partagées par tous les pays de l'Union. L'Espagne accueille aujourd'hui 340 000 demandeurs d'asile sur son territoire. Poursuit-il l'émotion soigneusement dosée. Nos îles Canaries croulent sous l'afflux de migrants fuyant la guerre et la misère. Nos centres d'accueil sont saturés. Nos budgets sociaux explosent. Nos citoyens perdent patience. Et l'Europe, pendant ce temps, elle ferme les yeux. Elle laisse l'Espagne se débrouiller toute seule. Cette mise en scène victimaire de l'Espagne, comprenez-le bien, c'est le cœur même de la stratégie de Sanchez. L'arme principale pour culpabiliser un par un les autres pays européens. Mais il ne s'arrête surtout pas là. Il pousse la logique moralisatrice encore plus loin, bien plus loin. Il y a pire que l'indifférence européenne, assène-t-il, le regard cette fois planté droit dans celui du Premier ministre français. Il y a l'hypocrisie française, la France qui se pose en championne des droits de l'homme, claque hermétiquement ses frontières au nez des migrants. Elle les laisse arriver en Espagne, puis elle refuse de les accueillir quand ils essaient simplement de la rejoindre. Cette attaque directe frontale contre la France est minutieusement calculée. L'objectif, provoquer une réaction, forcer une riposte mal maîtrisée. Mais en faisant ce calcul, Sanchez commet une erreur d'appréciation majeure, il sous-estime totalement la préparation de son homologue français. Et au lieu de freiner, il appuie encore davantage sur l'accélérateur des accusations. Le Premier ministre français nous parle de sécurité nationale, continue-t-il, le ton devenu cinglant. Mais enfin, de quelle sécurité parle-t-on? De la sécurité électorale de son gouvernement, voilà tout. Car au fond, c'est exactement de cela qu'il s'agit, sacrifier les valeurs européennes sur l'autel des sondages français. Et soyons lucides un instant, cette accusation d'opportunisme électoral venant de la part de Sanchez lui-même, un homme en pleine déroute dans les sondages espagnols sonne particulièrement cynique. Mais il s'en moque. Il ne lève surtout pas le pied. Il continue à charger Paris sans la moindre pause. La France pratique une véritable politique de dumping migratoire, assène-t-il, l'indignation montant d'un cran à chaque phrase.
Elle profite cyniquement de sa position géographique pour transférer sur ses voisins du Sud une responsabilité qui devrait être européenne. C'est un égoïsme national qui détruit brique après brique l'esprit même de solidarité continentale. Et c'est sur cette envolée qu'il choisit de conclure son intervention avec un appel solennel qui sonne dans la salle comme un véritable ultimatum. L'Europe doit aujourd'hui choisir entre deux visions du monde. D'un côté, la solidarité et le partage des responsabilités. De l'autre, l'égoïsme national et l'abandon des plus vulnérables. L'Espagne demande aujourd'hui à la France de respecter enfin ses engagements européens et d'accueillir sa juste part de migrants. Et croyez-moi, l'histoire saura juger, elle distinguera ceux qui auront choisi l'humanité de ceux qui auront choisi l'électoralisme. Les applaudissements qui suivent ne sont pas anecdotiques, ils sont nourris, soutenus, et ils viennent surtout des pays du sud de l'Europe qui, eux aussi, se sentent depuis longtemps abandonnés par leurs partenaires du Nord. À cet instant précis, l'Assemblée européenne semble entièrement acquise à la cause espagnole. Sanchez a gagné la partie, du moins c'est ce que tout le monde croit. Et puis soudain, le silence. Tous les regards convergent dans la même direction, vers la place du Premier ministre français qui vient de demander calmement la parole. Il se lève. Avec cette dignité républicaine qui constitue depuis toujours la marque de fabrique de la diplomatie française, il s'avance sans la moindre hâte et il plante son regard droit profond dans celui de Sanchez. Avant de prononcer les mots qui, vous allez le voir, vont littéralement choquer l'Espagne et fracturer en deux l'opinion européenne. « Monsieur le Président », commence-t-il, d'une voix posée mais tranchante comme une lame, « je tiens à vous remercier, vraiment. » Pour cette démonstration parfaite de ce qu'est devenu, hélas, la rhétorique espagnole, un mélange toxique de victimisation et de déresponsabilisation. L'attaque est immédiate, brutale, chirurgicale, Sanchez visiblement pris de court par cette agressivité française à laquelle il ne s'attendait absolument pas se redresse d'un coup sur son siège. Mais le Premier ministre français ne lui laisse pas une seconde pour respirer. Il sort calmement un dossier de sa serviette et continue. « Vous nous parlez de solidarité européenne, très bien. Permettez-moi alors de vous rappeler quelques chiffres que vous préférez manifestement faire passer à la trappe. En 2024, l'Espagne a dépensé 4,2 milliards d'euros pour les migrants. La France, 18 milliards. L'Allemagne, 25,3 milliards. Alors maintenant, dites-moi, monsieur, qui fait vraiment sa part ? Et là, croyez-moi, ces statistiques tombent comme une douche glacée sur toute l'Assemblée. Le silence devient pesant. Sanchez tente une parade, cherche à reprendre la main. Monsieur le Premier ministre, vous ne tenez pas compte, mais il n'a même pas le temps de finir sa phrase. La réplique fuse. Sèche, implacable. Si, monsieur, je tiens compte de tout, y compris et surtout de votre hypocrisie. Et le Premier ministre français ne lâche surtout pas l'os. Il poursuit son démontage méthodique calibré presque clinique. Vous accusez la France de fermer ses frontières. Très bien. Mais avez-vous seulement la moindre idée du nombre de demandeurs d'asile que la France accueille par rapport à sa population 0,9% et l'Espagne 0,7%? Conclusion. Même avec cette prétendue crise migratoire que vous brandissez à longueur de discours, vous en faites encore moins que nous. Chaque chiffre tombe comme un coup de massue et l'Assemblée, elle est en train de découvrir en direct des faits que la propagande espagnole avait pris soin de soigneusement enterrer pendant des mois. Mais le Premier ministre n'en a pas terminé. Loin de là. Et puisqu'on en est à parler des choses qui fâchent, continue-t-il, la colère parfaitement contenue, mais bel et bien là, parlons donc de votre hypocrisie la plus flagrante. Vous vous plaignez ouvertement que la France refuse vos migrants. Très bien. Alors, savez-vous combien de migrants l'Espagne a transféré, elle, vers d'autres pays européens en 2024? Zéro. Pas un seul. Vous exigez des autres une solidarité que vous-même, vous ne pratiquez jamais. Cette révélation, l'absence totale de transferts migratoires de l'Espagne vers les autres pays européens frappe en plein cœur la rhétorique ibérique. Dans la salle, plusieurs délégations échangent des regards franchement choqués. Le château de cartes commence à vaciller. Et puisque vous tenez tant à invoquer les valeurs européennes, enchaîne le Premier ministre sans relâcher la pression d'un millimètre, permettez-moi de vous rappeler une vérité élémentaire que vous semblez avoir totalement oubliée.
L'Union européenne, ce n'est pas un système d'assistance dans lequel les pays les plus laxistes refilent l'addition aux autres. C'est un espace de responsabilité partagée. Et cette responsabilité, écoutez-moi bien, commence très exactement par une chose, contrôler ses propres frontières. Cette remise en cause directe de la gestion espagnole des frontières est, soyons honnêtes, audacieuse et même dangereuse. Mais le Premier ministre français l'assume totalement. Et le coup est magistral, il vient tout simplement de retourner l'argument de la solidarité européenne contre l'Espagne elle-même. Livide le visage figé, Sanchez tente alors une dernière manœuvre, une défense désespérée. La France ne comprend pas la pression migratoire que nous subissons, mais il n'a même pas le temps de terminer sa phrase. Le Premier ministre français le coupe net. Au contraire, monsieur. Nous comprenons parfaitement. Nous comprenons surtout une chose, on ne résout jamais les problèmes migratoires en les exportant chez ses voisins. Le silence qui s'installe après cette phrase, cette accusation d'exportation des problèmes, est tout simplement assourdissant, pesant, glacial. Jamais, je dis bien jamais, un dirigeant européen n'avait utilisé des mots aussi directs, aussi crus, pour qualifier la politique migratoire de l'Espagne dans une enceinte officielle de cette nature. Mais accrochez-vous parce que le Premier ministre français a gardé le coup le plus dur pour la fin. Le vrai, celui qui va achever le tableau. Monsieur, vous nous reprochez ouvertement de ne pas accueillir suffisamment de migrants. Très bien. Sauf que nos services ont mis le doigt sur un chiffre qui change tout. 73% des migrants qui débarquent en Espagne cherchent immédiatement à quitter votre territoire pour rejoindre la France ou l'Allemagne. Alors je vous pose la question là devant tout le monde, voulez-vous vraiment que nous parlions de l'attractivité de votre modèle d'intégration? Et puis vient la phrase, la conclusion. Celle qui, croyez-moi, va rester gravée dans toutes les mémoires. L'Espagne ne peut pas à la fois réclamer haut et fort la souveraineté sur sa politique migratoire et exiger des autres pays qu'ils assument les conséquences de ses propres échecs. L'époque où l'Europe entière payait l'addition pour l'incompétence ibérique, eh bien cette époque-là, monsieur, est révolue. Et là, c'est l'explosion. Immédiate, Sanchez se lève, il quitte temporairement la salle. Une partie de sa délégation lui emboîte le pas. Dans l'assistance, la stupéfaction est totale. Général, saisissez bien la portée historique de ce qui vient de se passer pour la toute première fois dans l'histoire entière de l'Union européenne. Un dirigeant occidental vient d'accuser publiquement l'Espagne devant tous ses pairs, sans filtre d'incompétence migratoire et de chantage européen. Ce genre de mots jusqu'ici restait soigneusement enfermé dans les coulisses diplomatiques. Plus jamais ce ne sera le cas. Et l'onde de choc, elle ne tarde pas à se propager. Elle est immédiate, européenne. En Espagne, c'est l'explosion, pure et simple. Les médias ibériques sortent l'artillerie lourde à coups de unes incendiaires. La France humilie l'Espagne, l'arrogance française, le mépris parisien pour notre pays. Le gouvernement espagnol, lui, ne perd pas une seconde. L'ambassadeur de France à Madrid est convoqué dans la foulée pour des explications urgentes. Mais dans le reste de l'Europe, l'effet est exactement inverse. Et il est spectaculaire. En Italie, en Grèce, au Portugal, des dirigeants politiques saluent ouvertement le courage français, celui d'avoir enfin osé dire tout haut la vérité sur l'hypocrisie migratoire. Pour la première fois depuis des années, vraiment des années, quelqu'un a eu le cran de remettre en cause cette posture victimaire permanente que les pays du sud de l'Europe arborent à longueur de sommet. Et en Allemagne, aux Pays-Bas, les réactions sont plus nuancées, certes, mais révélatrices, très révélatrices. Car ces pays-là, qui font eux aussi face à des pressions migratoires considérables, approuvent discrètement mais réellement la position française, au point qu'un ministre allemand sous couvert d'anonymat finit par confier ce qui en réalité traverse l'esprit de la moitié de l'Europe. Il était temps que quelqu'un rappelle à l'Espagne où se trouvent ses responsabilités. Mais le plus surprenant arrive maintenant, et il vient de l'intérieur même de l'Espagne. Car la confrontation déclenche dans certains cercles ibériques un véritable début d'introspection. Des économistes espagnols commencent à questionner ouvertement publiquement l'efficacité réelle de la politique migratoire de leur propre gouvernement et plus largement sa capacité concrète à intégrer durablement les migrants accueillis sur le sol national. Mais peut-être que la réaction la plus lourde de sens, la plus parlante, vient des institutions européennes elles-mêmes. La Commission européenne, celle qui habituellement défend bec et ongles les pays du Sud face aux égoïsmes du Nord,
reste sur cette affaire remarquablement silencieuse. La présidente de la Commission se borne à publier un communiqué d'une neutralité tiède, appelant à un dialogue constructif entre partenaires européens. Et ce silence bruxellois, croyez-moi, est tout sauf anodin. Il est extraordinairement révélateur, car pour la première fois, les institutions européennes reconnaissent implicitement mais clairement que la France a raison. Raison de questionner ce système actuel de gestion des migrations. Un système, ne l'oublions pas, qui permettait jusqu'ici aux pays les plus laxistes de faire payer leurs propres erreurs aux pays les plus rigoureux. 6 mois plus tard, 6 mois après cette confrontation historique, et le bilan géopolitique, lui, est sans appel majeur et durable. Bien sûr, les relations franco-espagnoles, elles, se sont considérablement refroidies. C'est inévitable. Mais, et c'est là toute la nuance, la France en parallèle a gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, un respect tout neuf auprès de nombreux partenaires européens, lassés depuis des années des leçons de morale venues de la péninsule ibérique. Mais le plus important, ce n'est même pas ça. Le plus important, c'est ailleurs. Cette affaire migratoire a directement accéléré l'émergence d'une politique européenne plus réaliste, beaucoup moins idéologique. Face aux échecs à répétition des politiques d'accueil massif, les pays européens ont fini par comprendre une chose simple, il faut repenser fondamentalement l'approche migratoire de tout le continent. Et cette révolution française dans la politique migratoire européenne va atteindre son point culminant lors du Conseil européen du mois de mars suivant. Et là, pour la toute première fois dans l'histoire de l'Union, les 27 pays adoptent un mécanisme contraignant de contrôle des frontières extérieures, accompagné, accrochez-vous, de véritables sanctions financières pour les pays défaillants. Du jamais vu. L'effet de Lecornu a tout simplement révolutionné la politique migratoire européenne, analyse quelques semaines plus tard la directrice de l'Institut européen des migrations. Désormais, les pays ne peuvent plus se cacher derrière l'humanitaire pour masquer leur incompétence administrative. Quant au Premier ministre français lui-même, en l'espace de quelques mois, il est devenu bien plus qu'un simple chef de gouvernement. Il est devenu un symbole européen de la politique migratoire responsable et de la résistance au chantage humanitaire. Son discours du 15 novembre 2025. Désormais étudié mot pour mot dans toutes les écoles d'administration du continent comme un modèle absolu de courage politique et de rigueur factuelle. Et lors de la cérémonie de remise du prix de la gouvernance européenne en décembre 2025, le jury, devant des centaines de personnalités, rend un hommage public solennel au Premier ministre français. Selon les mots mêmes du jury, son action pour une politique migratoire européenne enfin responsable et équitable honore l'esprit européen et inspire les générations futures de dirigeants. Et l'histoire retiendra que ce jour-là, en novembre 2025, dans l'enceinte solennelle du Conseil européen, un homme armé de la seule vérité statistique, sans drama, sans posture, a infligé une défaite morale historique à l'un des pays les plus habitués depuis des décennies à manier la victimisation migratoire comme une arme politique, et que par cette victoire de la responsabilité sur la démagogie du réalisme sur l'idéologie, il a tout simplement ouvert la voie à une Europe enfin capable de gérer efficacement ses propres défis migratoires. Sanchez lui tente encore aujourd'hui dans les médias espagnols de minimiser cette confrontation, de l'enterrer, de faire semblant que rien d'historique ne s'est passé ce jour-là, mais l'effet lui est consommé, définitivement. Depuis le sommet de Bruxelles, l'Espagne a été contrainte, qu'elle le veuille ou non, d'accepter un mécanisme européen de contrôle de ses propres frontières et un système de répartition équitable des coûts migratoires. La leçon française avait porté ses fruits, et le Premier ministre lui continue de gouverner la France avec cette même détermination tranquille, exactement celle qui avait impressionné toute l'Europe ce jour-là. Parce qu'au fond, il avait compris une vérité fondamentale. Une vérité valable en politique européenne comme partout ailleurs, celui qui dit la vérité avec courage finit toujours par l'emporter sur celui qui la cache par intérêt,